Et on commence par les repères de l'actualité. L'intersyndicale qui appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 2 octobre. Elle juge que Sébastien Lecornu est resté trop flou lors de leur rencontre hier matin. Les syndicats qui ont réaffirmé leur demande dans un communiqué hier soir, dont l'abandon du budget Bayrou et de la retraite à 64 ans ainsi que de la justice fiscale. De son côté, le Premier ministre leur a demandé hier soir leur contribution sur 5 thématiques, dont le financement de la protection sociale. Il assure qu'il n'entend pas passer en force et souhaite les revoir dans les prochains jours. Autre mobilisation, celle des agriculteurs. Elle débute aujourd'hui, se poursuivra demain à l'appel du principal syndicat agricole, la FNSEA. Convoi de tracteurs, action dans les supermarchés, blocage des agriculteurs qui protestent contre les importations qualifiées d'aberrantes, le Mercosur, ainsi que les taxes imposées par Donald Trump. Une enseignante agressée au couteau hier dans un collège du Bas-Rhin. Elle est hors de danger. Son agresseur est un élève de 14 ans. Il se trouve entre la vie et la mort. Il s'est poignardé lui-même dans le cou au moment de son arrestation. La ministre démissionnaire de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, s'est rendue sur place. Elle a précisé le profil de l'agresseur. Ce jeune avait été repéré pour une fascination sur les idéologies nazies et que ceci avait fait l'objet à la fois de sanctions disciplinaires et également d'un signalement au procureur et au préfet. Il n'y avait pas de fait de violence. Ce n'est pas un jeune qui était connu comme violent. Lors du jugement pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire des soupçons de financement de la campagne 2007 par Mouammar Kadhafi, le parquet national financier a réclamé une peine de 7 ans de prison contre l'ancien chef de l'État, l'accusant d'avoir noué, je cite, un pacte de corruption faustien avec un des dictateurs les plus infréquentables de ces 30 dernières années. On va revenir sur ces actualités avec vous, Michael et Benjamin. Et d'abord, on va commencer, on l'a vu, par cette rencontre entre Sébastien Lecornu, le Premier ministre, et les syndicats hier matin. Les syndicats qui, à l'issue de la rencontre, ont annoncé une nouvelle journée de mobilisation le 2 octobre. Il a raté son coup, Sébastien Lecornu ? Non, raté, c'est pas exactement le terme. Il a montré effectivement que le séquençage d'une méthode extrêmement prudente peut aussi commencer à se retourner contre lui. De ce point de vue-là, on est dans aussi une méthodologie, on va sûrement en parler, totalement inédite en réalité, puisque jusqu'à présent, on passait notre temps aussi à être dans l'impatience de la formation d'un gouvernement, à pointer tel ou tel retard ou tel président qui procrastine pour nommer une équipe. Mais là, étant donné qu'il a dit que c'était la méthode, qu'il fallait d'abord trouver un accord budgétaire et ensuite une équipe gouvernementale, la formation du gouvernement est totalement sortie de la chronique. On n'en parle pratiquement pas. Donc il reste effectivement la capacité de Sébastien Lecornu à pouvoir trouver ce chemin. Il a joué de manière assez fine en disant puisque vous me donnez un ultimatum, moi je vous renvoie aussi un ultimatum, je vous pose des questions. Vous avez aussi intérêt à me donner des propositions pour montrer à quel point vous êtes capable de pouvoir vraiment contribuer à l'amélioration de la situation. C'est une manière aussi de gagner du temps, parce que effectivement, pour l'instant, d'après ce que l'on comprend, il n'y a pas de chemin. Et une fois de plus, on est encore dans l'équation impossible. Donc les syndicats qui continuent à expliquer qu'ils sont en train de mettre le pays en état de mobilisation effervescente, ce qui n'est pas une réalité. Mais là, selon vous, Michael, s'il continue à ne rien dire lors de ces rencontres, c'est de la prudence ou c'est qu'il n'arrive pas à le trouver, ce chemin ? D'abord, il n'y a pas grand-chose dans sa besace pour l'instant. Le chemin il est très très compliqué à construire. Et comme il sait parfaitement qu'il a une pression supplémentaire, il est le dernier, dernière station avant la fin. Donc quelque part, il est obligé d'avoir un résultat. Il a une pression supplémentaire. Les autres, ses prédécesseurs étaient dans une gestion de crise. Donc, quelque part, le panache même d'un bricolage pouvait aussi faire office. Mais là, c'est plus possible de bricoler. Il va falloir trouver quelque chose. Sinon, on part encore dans une étape supplémentaire vers l'inconnu. Il peut rester encore longtemps sans dévoiler sa feuille de route, Sébastien Lecornu ? Non, pour une raison simple, c'est qu'à terme, il devrait déposer un budget avant le 13 octobre. Si on veut respecter les délais constitutionnels, etc., les 70 jours avant le 31 décembre, a priori, le 13 octobre est un peu la deadline. Déjà, la date normale, elle devrait être le 7 octobre. Donc, vous voyez qu'on prend un peu de retard. Et puis, par ailleurs, il faut que le texte soit soumis au Conseil d'État. A priori demain. Donc certes, ce ne sera pas le texte définitif, certes, il sera toujours ensuite temps de l'amender, de rentrer dans une discussion parlementaire. Tant que vous n'avez pas dit 49 alinéa 3 devant l'Assemblée nationale, il y a toujours la possibilité de négocier. Néanmoins,
forcément le dépôt du budget va éclaircir les lignes. Et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire que quel est l'objectif de Sébastien Lecornu aujourd'hui? C'est de dire je suis un président du Conseil. Un président du Conseil de la 4e République, ça ne prend pas l'opinion à témoin comme le firent naguère François Bayrou et Michel Barnier. Ça dit je vais négocier avec les groupes politiques. Je vais essayer d'avoir un compromis global. Et ce compromis global, une fois qu'il aura été fait, eh bien je l'annoncerai. Et donc c'est plutôt intelligent parce que si vous commencez à lancer des annonces de ci, de là, vous brisez votre socle commun parce qu'il y en a qui seront d'accord, d'autres qui ne le seront pas. Les socialistes, vous aurez une opposition interne qui diront non, on ne signe pas, et vous aurez la direction qui dira on signe peut-être, mais comme elle aura une opposition, elle ne pourra pas y aller. Donc plus vous parlez, plus vous risquez de sortir de l'ambiguïté à votre détriment. Le problème, c'est que cette méthode-là, si ça dure quelques semaines, c'est plutôt bien. Mais en revanche, là, on s'approche de la deadline et ça devient le symbole d'une faiblesse. Ça devient le symbole d'un Premier ministre qui n'arrive pas à construire un consensus minimum et qui donc en est cantonné à avoir des annonces extrêmement floues, à continuer à donner le sentiment qu'il négocie, mais sans pouvoir déboucher sur quoi que ce soit. Donc en effet, le chemin il est très compliqué. Et pour terminer par rapport à ce qui a été dit, dans lequel j'abonde, mais par rapport à François Bayrou et à Michel Barnier, il y a une vraie difficulté supplémentaire. François Bayrou et Michel Barnier, ils tenaient sur quoi? Sur 2 roues de secours, le RN et le PS. Les deux n'avaient pas intérêt à une dissolution. Aujourd'hui, le RN est clairement favorable à une dissolution, il pense obtenir une majorité. Et le PS n'en a plus peur. Parce que quand vous prenez les enquêtes, le PS se dit qu'aujourd'hui, une dissolution pourrait peut-être faire ses affaires. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué de négocier avec ces groupes politiques qui aujourd'hui disent écoutez, si vous voulez qu'on aille à la dissolution, on y va, que naguère pour les anciens premiers ministres. Et cette situation fait que si vous n'avez pas intérêt à faire un cadeau à un gouvernement minoritaire, ce gouvernement, il est mal emmanché. Il a dit hier au syndicat qu'il était le Premier ministre le plus faible de la Ve République. Est-ce que c'est politiquement judicieux de dire ça? Alors ça, c'est le côté matois et vraiment roué de Sébastien Lecornu, qui, quelque part, même jusque dans sa gestion corporelle, se montre comme étant un peu, voilà, vous savez, un peu toucher ma bosse, monseigneur. Mais en réalité, il veut montrer qu'en réalité, il ne l'est pas. En tout cas, il veut le montrer au syndicat. Donc c'est le jeu, je dirais, la liturgie avec les partenaires sociaux. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que le temps qui est mis et je dirais l'attention aussi de l'ensemble du système politique et médiatique sur ces rencontres-là, qui en réalité n'ont pas aujourd'hui leur utilité. Parce que lui, son sujet, ce n'est pas les syndicats qui vont le censurer ou pas, ce sont les groupes parlementaires. Donc c'est avec les partis, les groupes parlementaires qui doivent trouver un accord. Donc on a eu une scénographie sociale pour montrer... Pourtant, il a reçu les syndicats avant de recevoir l'opposition. Oui, parce que justement, c'est sa manière, pour le coup, sans le dire, de prendre l'opinion à témoin, de prendre ceux qui mobilisent les Français et dont il savait pertinemment de toute façon qu'ils annonceraient une nouvelle journée de mobilisation. Et on verra ce qu'elle donnera. Mais de ce point de vue-là, il a consacré un peu de temps, on va dire, à l'opinion, à la démocratie sociale, parce qu'une fois de plus, il doit aussi, de manière subliminale, faire aussi le droit d'inventaire du président Macron. En réalité, on l'a dit, c'est un proche paradoxal. Il est très, très éloigné, en réalité, de la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron, et donc il veut à chaque fois montrer que lui, il considère des corps intermédiaires qui ont été systématiquement écartés depuis 2017, en tout cas régulièrement écartés. Et c'est vrai que Benjamin disait, on ne sait pas encore vers quoi on peut aller, ça peut se terminer si jamais les deadlines ne sont pas respectés, mais la présidence Macron aurait été la présidence de l'inédit. Tout ce qui se sera passé, on ne l'aura jamais vu. Donc, quelque part, on peut encore s'attendre à des choses qu'on n'a jamais vues. Marie-Lise, parmi les personnes évidemment reçues par Sébastien Lecornu, hier, il y avait Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT. Et parmi les demandes des syndicats, il y a plus de justice fiscale. On va écouter ce qu'elle en disait hier soir, c'était sur France 2. Parce qu'on ne peut pas faire une réunion sans entendre parler de la taxe Zucman, on ne peut pas allumer un écran ni écouter une radio sans qu'on parle de la taxe Zucman. Il répond que le principe, il n'est pas opposé au fait de résoudre une anomalie totale. L'anomalie totale, c'est qu'aujourd'hui, une infirmière paye plus d'impôts proportionnellement qu'un milliardaire. Ça, c'est une situation inacceptable actuelle. Donc sur le principe, il est plutôt ouvert. Après, la question, ça va être les modalités. Et pour la CFDT, une taxe qui permet de répondre à cet enjeu-là, qu'elle s'appelle Zucman ou qu'elle porte un autre nom, c'est pas le sujet. La taxation des plus riches, demande principale des syndicats, mais aussi de l'opposition. Est-ce que Sébastien Lecornu va devoir céder et avec lui les LR ?
Alors oui, il va falloir qu'il y ait quelque chose. La taxe Zuckman, peut-être pas, mais il va falloir qu'il y ait quelque chose pour une raison simple, c'est qu'encore une fois, il faut avoir le Parti socialiste dans la barque pour que ça tienne. Le RN, c'est fichu. Donc, ce faisant, ce que dit Maryse Léon ici est très important parce qu'au fond, quelle est la stratégie de Sébastien Lecornu vis-à-vis des syndicats? C'est pas d'embarquer la CFDT, ça n'arrivera pas. C'est d'arriver à détacher la CFDT de la CGT avec l'idée que, in fine, si la CFDT deal sur quelque chose, les socialistes auront beaucoup plus de mal à censurer. Il y a une double stratégie aujourd'hui pour Sébastien Lecornu pour détacher les socialistes. Stratégie CFDT et stratégie maire et décentralisation. Il s'agit de dire aux maires, attention, des législatives pendant les élections municipales, ce sera dramatique pour vous, c'est probablement vrai. On vous donne un acte de décentralisation, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais malgré tout, ça donne des éléments. Et ensuite, statut de l'élu. Donc il s'agit de jouer la base des élus locaux contre la direction et de jouer la CFDT contre, là aussi, le groupe politique socialiste. C'est pas idiot. Ce que dit Maryse Léon ici, c'est que la taxe Zuckman, pourquoi pas, mais si c'est autre chose, qui par exemple exonérerait le patrimoine qui est le patrimoine, les actions des entreprises, à ce moment-là, pourquoi pas? On pourrait avoir une avancée. Donc c'est malgré tout une ouverture. Ça, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour Sébastien Lecornu, parce que la taxe Zuckman est allergisante pour LR, elle est allergisante pour le patronat, elle pose des difficultés juridiques potentiellement constitutionnelles. Et donc, en la matière, trouver une forme de voie de sortie serait une bonne chose pour lui. On va recevoir Gérard Larcher dans quelques instants. Il est opposé à la taxe Zuckman. Mais néanmoins, est-ce que les Républicains vont devoir faire des concessions sur une forme de taxation des plus riches? Alors là, ça va être intéressant aussi, l'attitude des Républicains, parce que là aussi, ils ont changé. Ils conditionnent leur participation à un gouvernement maintenant à un accord de gouvernement. Et non pas une démarche sacrificielle, patriotique, pour pouvoir empêcher que la gauche ne dirige le pays. Donc là aussi, ça va être, et d'ailleurs on entend les musiques, ils ont des exigences beaucoup plus fermes de ce point de vue-là. Et ça, je dirais, ça condamne, en tout cas ça accule Sébastien Lecornu à uniquement deux méthodes. Soit il fait du cabotage et du bricolage, et il arrive comme ça à avoir un accord qui lui permette de continuer à vivre, mais sans aucune possibilité de pouvoir poser des politiques publiques qui, de toute façon, dépasseront, reprendront du temps, et de toute façon, le quinquennat est terminé, bientôt. Soit il fait une rupture, comme il a dit, parce que ce qu'on attend aussi, c'est quel contenu va-t-il donner à cette déclaration de rupture sur le fond. Et donc il est vraiment sous pression, et on peut comprendre qu'il soit encore plus prudent que d'habitude, ce qui, pour Sébastien Lecornu, veut dire beaucoup. Allez, parmi les sujets de l'actualité, c'est cette enseignante qui a été agressée hier au couteau par un élève de 14 ans. C'est dans le Bas-Rhin. Ça relance de nouveau le débat sur la sécurité dans les établissements scolaires. Avant d'être en ligne avec le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on va écouter ce qu'en a dit hier la ministre démissionnaire de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Elle s'est rendue sur place. Je veux le dire très clairement, la violence n'a pas sa place à l'école. L'école doit rester un sanctuaire. Et vous savez que moi je suis mobilisée, que nous agissons sur tous les plans. D'abord pour lutter contre la présence, la circulation des armes blanches qui ne doivent pas entrer dans nos établissements. Et pour en parler, nous sommes avec Fabrice Pankouk. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette nouvelle agression, on l'entend, Fabrice Pankouk, elle pose de nouveau la question de la sécurité dans les établissements scolaires. Les régions qui gèrent les lycées, qu'est-ce que vous avez mis en place? Comment vous faites pour lutter contre cette violence dans les établissements scolaires? Bien, bonjour. Je voudrais d'abord avoir une pensée pour cette enseignante de musique qui a été agressée hier, et puis saluer l'engagement de toute la communauté des enseignants et des personnels dans les établissements, dont on voit qu'ils doivent faire face à ces difficultés et font preuve d'un véritable engagement. Dès 2016, lorsque nous avons été élus avec Laurent Wauquiez, nous avons fait de la sécurité un totem très important. Et à l'évidence, au regard de nos champs de compétences, les lycées ont été directement visés avec cette volonté d'en faire des sanctuaires. C'est pourquoi nous avons déployé plusieurs actions, à la fois de la vidéoprotection, mais aussi des portiques, comme on les voit actuellement à l'écran, des badges et des équipes mobiles, qui sont donc des personnes qui accompagnent ces entrées dans les établissements. C'est un engagement très fort, parce qu'en réalité, depuis 2016, et sur les un peu plus de 500 établissements publics-privés que nous avons sur notre région, c'est plus de 100 millions d'euros, 102 millions, qui ont été consacrés pour pouvoir répondre de cet objectif de sécurité. En 2017, il faut se souvenir que nous avons été très contestés.
toute la gauche s'est unie pour dénoncer la manière avec laquelle nous mettions en œuvre. Madame Vallaud-Belkacem, alors ministre de l'Éducation nationale, n'a pas raté une occasion de dénoncer cet engagement. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que c'était absolument nécessaire. Et d'ailleurs, nous avons un plébiscite des chefs d'établissement qui aujourd'hui salue la manière avec laquelle nous avons protégé ces établissements, mais qui, en plus, nous interpelle très vite dès lors qu'un équipement a besoin d'un entretien ou d'un complément. Donc, c'était un chemin absolument nécessaire si on veut pouvoir apporter une première brique de sécurité pour nos établissements. Mais vous entendez la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, elle dit que l'État agit, nous agissons, dit-elle. Vous le constatez, vous ? Et moi, j'aimerais que l'État aille plus loin, parce que nous pouvons effectivement aller plus loin. J'ai fait adopter un rapport en assemblée plénière de juin dernier pour que nous allions désormais sur des scanners millimétriques. Vous savez, c'est ce que nous avons dans les aéroports. Je pars du principe qu'un lycée doit être au moins aussi bien protégé qu'un aéroport. Et nous avons fait une démonstration à la rentrée de septembre, il y a quelques semaines, avec du scanner électromagnétique pour montrer que ça fonctionne, notamment en termes de flux continu, parce que nous pouvons, sans arrêter les personnes qui passent, permettre le passage de 3600 personnes heure. Ça, aujourd'hui, ça n'est pas en place. Et donc, je fais une demande très claire à l'État, et ça fait maintenant depuis le mois de juin que cette demande est posée de manière très claire. Permettez-nous et accompagnez-nous d'aller plus loin par de la mise en place de scanners millimétriques qui permet de contrôler tout ce qui passe aux entrées des établissements. De la même manière que je dis, allons plus loin sur la vidéo intelligente. Vous savez, cette vidéo algorithmique qui nous permet de faire matcher des images et lorsqu'on a des craintes, de pouvoir être accompagné de ces éléments que la technique permet aujourd'hui. Enfin, il y a une troisième dimension qui est absolument majeure à mes yeux, c'est la question des stupéfiants. Parce que derrière les actes de violence, très souvent, pour ne pas dire toujours, il y a des sujets de stupéfiants derrière. Là aussi, j'ai fait des propositions très claires à l'État pour que nous puissions avoir des contrôles de stupéfiants dans les lycées, puisque nous en avons la compétence. Il faut ici que l'État permette que cela se mette en place. Je suis prêt à ce que nous accompagnions avec des moyens. Il faut évidemment que l'État soit aussi au rendez-vous des engagements et des investissements complémentaires qu'il convient de mettre en œuvre. Merci beaucoup. Merci Fabrice Panckoucke d'avoir été avec nous, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et Mickaël, on entend le président de région. Alors, il y a la question évidemment de la violence dans les établissements scolaires, mais au-delà de ça, il y a aussi la question des relations entre région et État. On l'entend, il fait des demandes, elles ne sont pas suivies. Oui, elles sont toujours très, très heurtées, toujours très difficiles, encore plus dans le contexte budgétaire, on le sait, dans lequel on se trouve. Et de ce point de vue-là, on voit bien qu'on est au cœur du problème des politiques publiques. Parce que vous avez des constats qui sont faits, je mets de côté totalement les options politiques des uns et des autres, mais vous avez sur le terrain des constats qui sont faits par les acteurs de terrain, ceux qui sont vraiment au cœur des politiques publiques, et puis vous avez un État qui vient et qui dit l'État agit, l'État fait des choses, et qui prononce des phrases aussi définitives que la violence n'a pas sa place à l'école. On s'en doutait un peu, mais on est content que la ministre de l'Éducation puisse nous le confirmer. Donc, de ce point de vue-là, on reste pantois, parce qu'on voit qu'il y a des débats picrocolins encore sur faut-il ou pas des portiques, alors qu'il y a un fait, il y a des faits, il y a une réalité, et ce déni de réalité reste toujours absolument stupéfiant. Benjamin. Oui, alors après, vous avez un budget qui serait assez important si on devait équiper tous les lycées et collèges de portiques. Par ailleurs, il peut y avoir des questions de droit et liberté. Donc, d'un point de vue légal, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, c'est vrai que vous avez des demandes qui peuvent être légitimes et que l'on retrouve dans un certain nombre de cas. Ensuite, vous avez la mise en place d'une politique publique au niveau national qui peut être fondamentalement problématique. Après, les régions, quand même, en matière de lycée, alors certes en articulation avec le département souvent, parce que c'est des collèges-lycées, des compétences qui sont relativement importantes pour aller vers un renforcement de la sécurité dans les établissements. Donc il y a une forme en la matière de compétences et de responsabilités partagées.
Dans une dizaine de minutes, on recevra le président du Sénat, Gérard Larcher. Et parmi les sujets abordés avec lui, l'état d'esprit des maires à 6 mois maintenant des municipales. Et on va aller dans la Manche, où on retrouve Thierry Gervais. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maire sans étiquette de Maupertus-sur-Mer. C'est une petite commune d'environ 200 habitants. À 6 mois de l'élection, après 5 ans et demi de mandat, monsieur le maire, quel est ce matin votre état d'esprit ? Je suis un petit peu, 6 mois des élections, moi je commence à être un petit peu fatigué par rapport à plein de choses, par rapport au budget notamment. Quand on voit les augmentations massives des assurances, au niveau des prestations, j'ai oublié mon mot, au niveau des aides qu'on ne peut plus obtenir, parce qu'on a demandé, on a eu des travaux à faire. On a eu des travaux à faire et la DETR nous a été refusée, voyez-vous. Donc ça devient décourageant également de travailler et de se voir refuser des aides, sachant que les artisans, les entreprises gonflent plus ou moins les devis, sachant que derrière il y a des subventions qui sont souvent accordées, mais pour nous dernièrement c'était pas le cas. Donc de ce fait, on commence à être un petit peu exaspéré par rapport à tout ça. Exaspéré, on l'entend, si on comprend bien par le manque de moyens. Est-ce qu'il y a aussi le fait d'être à portée d'engueulade, pour reprendre une expression de Gérard Larcher? C'est plus dur aujourd'hui avec vos concitoyens? Ah oui, beaucoup plus dur, parce que j'ai été maire de 95 à 2001 et j'étais encore en activité. C'était beaucoup plus serein, si on peut dire. Nous n'avions pas non plus les moyens informatiques que l'on a maintenant. Maintenant, il y a une exigence de la part de l'interlocuteur. C'est tout de suite, faut que tout se fasse rapidement. Faudrait qu'on soit à l'écoute 24 heures sur 24. 7 jours sur 7 en mairie, les mails, on en a 40, 50, 60 par jour, avec la publicité bien entendu, mais faut faire le tri dans tout ça. Et c'est plus ou moins stressant parce qu'il y a le mail important et la publicité. Est-ce que ça vous décourage au point de ne pas avoir envie de vous représenter dans 6 mois ? Là, je suis complètement découragé parce que j'ai fait une tentative de fusion avec une commune voisine et malheureusement, l'État, la DGFiP, nous a pas apporté la réponse en temps voulu parce que nous avions une date butoir qui était le 31 décembre 2024 et au mois de septembre, nous n'avions encore pas de réponse. Donc, en quelques mois, nous ne pouvions pas finaliser cette fusion. C'est un peu dommage parce que notre recherche de cette fusion, c'est plus on est gros, plus on a des moyens pour faire de l'investissement. Parce que dans une petite commune de 220 habitants, les ressources sont maigres, tout passe en fonctionnement. Et pour l'investissement, c'est le reste, ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Merci, on comprend très bien. Merci beaucoup. Merci Thierry Gervais d'avoir été avec nous, maire de Maupertus-sur-Mer, dans la Manche. On entend le témoignage de ce maire découragé. Alors, il y a le manque de moyens, il y a les difficultés. Également une pression croissante de ses concitoyens, découragés au point de ne pas avoir envie de se représenter. Oui, alors c'est un peu un serpent de mer avant chaque élection municipale, mais on a quelque chose qui monte. C'est-à-dire qu'on a toute une réflexion. Vous savez qu'on a une proposition de loi sur le statut de l'élu qui aujourd'hui devrait être adoptée, mais encore faudrait-il qu'on ait un gouvernement, un parlement qui puisse l'adopter. Il y a vraiment, notamment dans les communes rurales, dans les petites communes, une vraie difficulté. Être maire, ça relève du sacrificiel, quand vous êtes aujourd'hui dans une petite commune, voire une commune moyenne. L'autre aspect, c'est que les marges de manœuvre sont fondamentalement grévées, parce que les intercos ont beaucoup de pouvoir, ce qui crée une forme de frustration démocratique. Vous êtes élu par des gens, mais vous leur dites, en fait, j'ai pas la compétence. Et ça, évidemment, ça crée des difficultés. Ensuite, ça a été abordé, il y a la question des leviers financiers. On a des dotations qui, certes, ont reculé et puis ensuite augmenté, mais surtout, on a des leviers fiscaux qui ont disparu ces dernières années. Taxes d'habitation, avant TP, etc. Et donc, dans ce cadre-là, la possibilité de mener une politique est beaucoup plus réduite et donc de répondre aux aspirations démocratiques. Derrière, il y a un sujet démocratique, mais il y a également potentiellement un sujet économique, ce qui est évoqué par monsieur le maire, avec notamment la question du budget. Si on n'a pas de budget, si on a des dotations qui stagnent, si on fonctionne avec des lois spéciales, ça signifie que, aujourd'hui, qu'est-ce qui tire la croissance? C'est l'investissement public. Très clairement, c'est plus la consommation et c'est encore moins les exportations. C'est l'investissement public. 60% de cet investissement public, c'est les collectivités territoriales. Si vous avez des collectivités qui ne sont plus en capacité d'investir, c'est grave pour elles,
c'est grave pour la démocratie, c'est grave également pour l'économie du pays. Donc là, on a un vrai sujet devant nous et c'est un sujet qui est complexe à régler parce qu'évidemment, quand on cherche à faire des économies, on essaye de taper dans les caisses là où elles sont et la caisse des collectivités, ça fait partie des puits dans lesquels on essaye de s'abreuver. Et Sébastien Lecornu, d'ailleurs, qui, dès les premiers jours de sa nomination à Matignon, a écrit une lettre au maire, puis aux élus. Ça fait partie, évidemment, des sujets qu'il va avoir sur la table. Oui, bien sûr, ça fait partie du sujet, au fond, structurant de l'état du pays, parce que le rapport à son maire et le témoignage qu'on vient d'entendre montrent bien que c'est, je dirais, l'illustration du climat de défiance qui n'a cessé d'augmenter depuis ces années dans le pays. Ça a été largement documenté et démontré. Et notamment, on l'a vu aussi à travers la violence accrue à l'égard de ces élus. Il y a des maires qui se font agresser, il y en a même qui ont perdu la vie. C'est extrêmement, ça devient extrêmement dur parce qu'en fait, les Français en colère prennent le premier qui passe. Et c'est injuste parce qu'au fond, c'est celui qui est le plus proche de leurs préoccupations. Mais quelque part, ils viennent transmettre également la colère générale qu'ils ont à l'égard du monde politique, de cette politique, de ces responsables politiques qui ne s'occupent plus jamais d'eux, qui les abandonnent. En tout cas, c'est la perception. Et ils manifestent leur colère à leur égard. Donc de ce point de vue-là, oui, ça montre bien à quel point on est, une fois de plus, sur un climat éruptif qui ne se transforme pas comme on pourrait l'imaginer, en manifestation, en émeute, en grand soir, en révolution, qui existe dans les fantasmes de certains, mais par cette espèce de colère sourde, de volonté d'être vindicatif, et cette capacité de pouvoir s'en prendre à celui, au fond, à l'élu que l'on a toujours le plus respecté, pratiquement, et pour lequel on a le plus voté, c'est le maire. Oui, avec un risque de crise des vocations peut-être dans 6 mois aussi. Oui, qui existe d'ores et déjà, ça on le sait. Et on va évidemment aborder ce sujet avec Gérard Larcher qu'on va recevoir maintenant dans 2 minutes. Vous reviendrez avec nous dans 45 minutes pour analyser cette interview de Gérard Larcher face à la presse régionale. Il répondra aux questions de la presse régionale, notamment sur la crise politique.